Transigera-t-il? Transigera-t-il pas? Fort probablement que oui, Kent Hughes le fera. Pourquoi je parle en Yoda, moi, là? La vraie question est plutôt, quelle envergure cette transaction aura-t-elle? Parce que oui, le Canadien en fera au moins une. Je le garantis pas, mais... Guarantee! Mais qui sont les meilleures monnaies d'échange pour faire cette transaction? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Transaction, prolongation de contrat, tout ça est déjà bien en branle dans la Ligue nationale de hockey. Les Stars de Dallas ont particulièrement été actifs. Mason Marchment s'en va à Seattle. Matt Duchene est prolongé pour 4 ans. 4 ans? Ouh! Jonathan Toews est de retour, cette fois, chez lui, à Winnipeg. Ça fait du bien de voir ça. Ça va se poursuivre dans la prochaine semaine. En fait, peut-être qu'entre le moment où j'enregistre cette vidéo et qu'elle est publiée, il y a peut-être eu autre chose. On est en route vers le repêchage et probablement qu'il risque d'y avoir quelques bonnes transactions ce soir-là aussi, le 27 juin. Mais parfois, ça peut aussi se faire tout juste avant, entre le repêchage et le 1er juillet. Bref! Tout ça pour dire que je m'attends à ce que le Canadien aussi soit actif. Ça fait des semaines, voire des mois maintenant qu'on parle de ce que pourrait aller chercher le tricolore. Plusieurs d'entre vous, c'est bien normal d'ailleurs, aimez monter vos packages pour une cible en particulier, mais concrètement, si on revire ça de bord, sans qu'il y ait un joueur rattaché qu'on veut aller chercher, qui sont les joueurs ou actifs qui représentent la meilleure monnaie d'échange pour le Canadien? Voici mes choix, pas dans un ordre quelconque. En fait, oui, dans un ordre quelconque, pas dans un ordre précis. Mais là, cette affaire-là. Laissez-moi savoir les vôtres en commentaire. Et tout juste avant de débuter, n'oublie pas de cliquer sur le lien qui apparaît en haut pour être notifié lorsque débutera Premier Tour présenté par Mise au Jeu Plus, émission spéciale le soir même du repêchage que j'animerai en compagnie de la gang de Tout sur le hockey. On sera là pour l'entièreté de la soirée. Et si c'est pas fait encore, profites-en donc pour t'abonner à la chaîne et aimer la vidéo. On commence avec les évidences, les choix 16 et 17 au repêchage de cette année. Un des deux. Peut-être les deux, mais un des deux. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une évidence? Après tout, rien n'est vrai, tout est permis tant que c'est pas fait, non? Nothing is true and everything is permitted. Vous avez bien raison, sauf que deux choses. La première, le Canadien a repêché plus de joueurs que quiconque dans la LNH depuis que Kent Hughes est en poste, dont 7 fois en première et deuxième ronde, et ça, c'est en seulement 3 ans quand? 2022, 2023 et 2024. Des espoirs, on en a non seulement à la pelletée, mais on en a de qualité, et après avoir participé aux séries cette année, on peut définitivement se permettre d'en transiger au moins un, sinon même les deux, si ça nous permet d'aller chercher de l'aide peut-être un peu plus rapidement que le risque de le faire, ces deux choix-là. Je veux dire, c'est très rare, là, des choix de milieu de première ronde qui arrivent tout de suite en Ligue nationale. C'est pas impossible, mais c'est rare. Deuxièmement, malgré le fait qu'on a choisi 5 fois en première ronde depuis 2022, Kent Hughes en a échangé un choix de première ronde chaque année. En 2022, le soir même du repêchage, Kent Hughes fait l'acquisition du choix numéro 13, c'est celui des Islanders de New York, en retour d'Alexander Romanov et d'un choix de 4e ronde. On l'échange immédiatement aux Blackhawks en plus d'un autre choix de 3e ronde en retour de Kirby Dach. L'année suivante, 2023, c'est la veille du repêchage que Hughes a transigé. Le DG fait l'acquisition de son ancien client, Alex Newhook, en retour du 31e choix au total, un choix de 2e tour, et Giovanni Fairbrother. Et finalement, l'an passé, en 2024, pendant la première ronde, on voit Michael Age, un espoir qu'on aime beaucoup, glisser. On décide donc chez le Canadien d'appuyer sur la gâchette et d'échanger les choix 26, 57 et 198 pour le 21e et repêcher celui qui évolue maintenant à l'Université du Michigan. Bref, ça veut évidemment pas dire qu'à perpétuité, tant qu'il est DG dans la Ligue nationale de hockey, Kent Hughes va échanger des choix de première ronde. Mais encore une fois, cette année, il en détient 2 et il a démontré qu'il aime avoir ses cartes dans ses mains et utiliser ces choix-là comme levier pour effectuer des transactions. Au moment où on se parle, je pense que oui, qu'en effet, l'équipe va en échanger au moins un des deux. C'est à voir. Regardons ensuite du côté des espoirs. Le Canadien en a quelques-uns qui ont de la valeur, mais dont la place avec l'équipe pour débuter la prochaine saison est loin d'être garantie. Les deux plus évidents pour moi, d'abord, Joshua Roy.
Débutons avec lui. Après avoir disputé 23 matchs en haut pour conclure la saison 2023-2024, Roy avait une place à perdre cette année au sein de l'équipe. La preuve, il n'a pas pris part au camp des recrues directement avec le vrai club, même s'il était une recrue. Et malheureusement, il semble avoir peut-être pris les choses pour acquis. Il est battu par Emil Heinemann au camp. Roy n'a disputé cette saison que 12 matchs dans la Ligue nationale, marquant 2 buts au passage. Dans la Ligue américaine, il faut dire qu'il a connu une autre, somme toute, bonne saison. Il a atteint notamment le plateau des 20 buts. Avec l'arrivée d'Ivan Demidov, la bonne saison d'Emil Heinemann, ou du moins ça allait très bien pour lui avant la blessure. Après ça s'est un peu calmé, mais je pense qu'Heinemann a montré que c'est un joueur de la Ligue nationale cette année. T'as Oliver Kapanen, qui oui, principalement un centre, mais il va être en Amérique du Nord pour l'entièreté de la saison. C'est peut-être un autre gars qui peut, entre guillemets, le pousser. Et t'en as d'autres, des jeunes qui poussent. Quelle est la place de Joshua Roy avec le Canadien? Je dis pas qu'elle est ailleurs. Et pour être bien honnête, personnellement, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça, le voir percer à Montréal. Sauf qu'à l'heure actuelle, ce serait se mettre la tête dans le sable que de ne pas reconnaître que la valeur de Roy n'est peut-être pas plus utile au CH dans une transaction qu'à Laval ou dans le bas de l'alignement pour débuter la prochaine saison. Même chose pour Logan Mailloux. Je sais pas pourquoi, mais plusieurs d'entre vous déchirez votre chemise à l'idée d'échanger le premier choix de l'équipe au repêchage de 2021. Et comprenez-moi bien. Logan Mailloux va être un défenseur de la Ligue nationale de hockey. S'il demeure avec l'équipe, il va peut-être même l'être un défenseur de la Ligue nationale de hockey dès le match numéro 1 de la saison 2025-2026. J'ai absolument rien contre le gars. Sauf que, de un, ce que je viens de dire sur Roy, ça s'applique aussi à Mailloux. C'est-à-dire que ce serait fou de ne pas au moins considérer s'il ne peut pas te rapporter plus en transaction que si jamais il est ton 6-7e défenseur ou même à Laval pour débuter la saison pour une 3e année de suite. Aussi, Logan Mailloux, pour moi, c'est un peu comme Harbert Jacquet, mais pour des raisons différentes. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quelques attributs qui le rendent spectaculaire et extrêmement apprécié des partisans. Dans son cas, Sabine et ses mises en échec. Et pour cette raison, je viens de le dire, c'est un favori de la foule, malgré un jeu global excellent dans la Ligue américaine, mais jusqu'à preuve du contraire, moyen dans la LNH. Bon, c'est un kid, il a 22 ans. Il peut puis il va s'améliorer, mais c'est pas non plus le blue chip prospect que tu peux absolument pas transiger. D'ailleurs, je me suis fait vilipender il y a 2 ans quand je disais à sa fin de parcours junior avec les Knights de London qu'il débuterait sa carrière pro à Laval. Vous êtes traité de tous les noms. Je pense que certains d'entre vous, vous étiez laissés charmer par ses feintes dans le junior à London qui passait beaucoup plus. Mais pour moi, c'était clair qu'il allait passer par la Ligue américaine. Puis, finalement, il en est à 2 ans maintenant dans la Ligue américaine. Également, je ne sais pas c'est sorti d'où cette trame narrative que plusieurs d'entre vous vous entretenez, que sans son historique hors glace, qui aurait été repêché beaucoup plus haut et donc que c'est un bien meilleur espoir que ne le laisse présager son rang au repêchage. Comme je dis, je ne sais pas d'où vous avez sorti ça, là. Les équipes ont toutes des listes différentes, c'est vrai, mais Mailloux, il était classé 23e sur la liste finale de la centrale de recrutement chez les patineurs nord-américains. Donc, ça inclut même pas les Européens, ça inclut même pas les gardiens de but. Cette liste-là, d'ailleurs, c'était avant là, qu'on apprenne réellement l'ampleur de ce qui s'était passé de son côté en Europe. Oui, il y a un recruteur cette saison qui a dit à Tony Marinaro à la radio que lui, il l'avait, je pense, top 10 ou borderline top 10 sur sa liste. C'est bien, puis j'en doute pas. Il y a peut-être une équipe qui aurait pris une chance plus tôt. Mais des cas comme ça, t'en as tout le temps. Exemple, 2020, je travaille encore à BPM Sport. 91 de sport à ce moment-là. C'est mêlant, les changements de branding. Le Canadien repêche Caden Goulet, 16e. André Tourini est chroniqueur à l'émission sur laquelle je travaille. Le repêchage en raison de la pandémie, tout ça, là, à ce moment-là, a lieu comme à l'automne. Puis le lendemain ou le lundi suivant, peu importe, à l'émission où il est chroniqueur, André Tourini dit « Ce kid-là, je le connais, c'est un vol, moi je l'aurais repêché dans le top 10. » Et comme de fait, il l'a coaché quelques mois plus tard, au championnat du monde junior d'ailleurs, et Caden Goulet est effectivement devenu un très bon défenseur. J'ai pas devant moi le repêchage de 2020, mais je serais pas surpris que dans quelques années, on regarde ce repêchage-là, puis on se dit Caden Goulet aurait dû sortir le top 10. Effectivement. Tout ça pour dire que on le sait pas, on le saura jamais. Ce qui serait devenu de Logan Mailloux n'eût été de ce qui est arrivé malheureusement hors glace. Ça veut pas dire
que je veux qu'il se fasse échanger, ni qu'il le sera, mais en termes strictement de valeur et d'ouverture à le transiger, Mailloux est haut sur la liste comme monnaie d'échange pour le Canadien de Montréal. Que vous l'aimiez ou non, pour ça, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de penser qu'il reviendrait hanter le Canadien. Moi, je pense pas. Je pense qu'il va devenir, comme je dis, un bon défenseur de la Ligue nationale. Peut-être 4e, 5e défenseur d'une équipe. 2e vague d'avantage numérique. Mais je pense pas qu'il est même proche de Lane Hutson. Un autre joueur qui est populaire, Arber Xhekaj. Et dans ce cas-ci, lui, je le transigerai pas. C'est pas que je préférerais qu'il soit pas échangé. Je ne le transigerai pas personnellement, Arber Xhekaj. Je suis pas son plus grand fan. Je pense qu'il est par moments surestimé en raison de ce qu'il apporte. Pas grave. Je pense qu'Arber Xhekaj peut être inclus dans un package en raison de ce qu'il représente. Il a une valeur très élevée auprès des dirigeants de la Ligue nationale de hockey. Un gros bonhomme comme ça, évidemment, qui non seulement se bat, mais qui intimide l'adversaire. On aime ça dans la LNH. Est-ce que sa valeur a baissé cette saison en raison de son manque d'amélioration dans son jeu pendant le jeu, justement? Je pose la question, j'ai pas la réponse bien sûr à cette question-là, mais plusieurs dans le milieu continuent de croire qu'à lui seul, comme ça, 1 pour 1, pourrait valoir un choix de premier tour. Vous aimez Arber Xhekaj, je comprends pourquoi. Je pense que tu le gardes, je viens de le dire, pour être dans la rotation comme défenseur de 3e paire encore une fois cette année. Au-delà de ce qu'il t'apporte physiquement sur la glace, Xhekaj, ça semble vraiment être un bon locker room guy, un glue guy, comme diraient certains. Cadre-t-il dans le style du CH à moyen-long terme? Je sais pas trop, mais dans son cas, je crois que contrairement à Roy et Mailloux, la réponse est définitivement qu'il vaut plus cher pour le CH au sein de l'effectif à court terme. Oui, même s'il va parfois sur la galerie de presse, que dans une transaction. Encore une fois, à moins que ce soit pour, je sais pas moi, je veux dire, dans un package pour le joueur de centre recherché, là, moi je n'échange pas Xhekaj. Évidemment, je viens de le dire, là, c'est dans un package, là. Il ne vaut pas un 2e centre à lui tout seul, Arber Xhekaj. Quand même pas. 2 derniers joueurs à ajouter à cette liste. Le premier, c'est Michael Hage. 21e choix l'an dernier. Hage a été excellent à sa première année en NCAA avec les Wolverines du Michigan. 34 points en 33 matchs. Si bien que plusieurs le voient déjà comme un potentiel vol du Canadien à 7 ans camp. Le terme est un peu fort, là, mais c'est quand même tout à fait possible. Parmi les espoirs du CH, Hage a peut-être la meilleure valeur. Et là, quand je dis espoir, Demidov, Hudson, Slavkovski, ce ne sont plus des espoirs. Je dis peut-être parce que, que j'en sais, moi, réellement. Et 2, ça ne veut rien dire non plus. Cody Glass avait une meilleure valeur que Nick Suzuki. Semble-t-il que Marc Bergevin, c'était vraiment Cody Glass qu'il voulait dans la transaction Max Pacioretty. Vegas a dit non, on te donne Nick Suzuki. Et il a fini par faire OK, c'est beau. Vous prenez qui aujourd'hui? C'est ça. Mais malgré ça, Hage, c'est pas Caulfield, c'est pas Demidov, c'est pas Hudson, c'est-à-dire un espoir pour qui tu dis un nom catégorique. Et là, je prends ces 3 gars-là que je viens de nommer au moment où ils étaient espoirs, tout comme les Michael Hage. Je pense que les 3 autres, oui, même Hudson, même si c'est un choix de 2e ronde en raison de ce qu'il est en train de faire dans la NCAA, tu disais non, fallait que tu vois ce qu'il t'offrait en haut. Je pense que Hage a un très bel avenir. J'aimerais beaucoup le voir avec le Canadien de Montréal un jour, mais c'est pas un espoir que tu regardes et tu dis on touche pas à ça. À mon avis, du moins. Vous avez encore une fois droit de ne pas être d'accord. C'est probablement ton meilleur espoir non professionnel à l'heure actuelle chez le Canadien, maintenant avec, entre autres, Jacob Fowler, qui est rendu chez les professionnels. Considérant que le Canadien ne donnera jamais, dans une transaction, un Hudson, un Demidov, si tu veux quelque chose, il faut payer et il y a des chances que Hage soit haut sur la liste de demandes. Avant de conclure avec le dernier joueur, en voici quelques-uns que je ne mets pas sur la liste et que je crois qu'il aurait pu l'être, et une courte raison pour chacun. Jacob Fowler, même si je vois en lui non seulement le futur gardien numéro 1 du CH, potentiellement un gardien de franchise, voire carrément un gardien élite de la LNH, je regarde la transaction Yaroslav Askarov de l'an dernier, qui avait vraiment pas rapporté ce que je croyais pour les Prédateurs de Nashville, et je me dis, je pense que la valeur pour des espoirs gardiens n'est pas si élevée que ça. Et considérant ce que le CH a de besoin, je le vois mal être inséré dans une transaction qui a du sens pour l'équipe. Est-ce qu'un Kirby Dach, Alex Newhook, ça peut être échangé cet été? Oui. Est-ce que leur valeur actuelle est plus basse qu'elle ne l'était au moment de leur acquisition par l'équipe? Je pense aussi que oui. Donc non, pour moi, ce ne sont pas des très bons actifs. Je pense bien sûr en raison de son contrat que Patrick Laine, même chose.
C'est pas un gars qui est un très bel actif pour le Canadien de Montréal. Il y a Oliver Kapanen et Owen Beck qui auraient pu, voire même peut-être dû, se retrouver sur cette liste, particulièrement Beck, qui a eu une très bonne saison à Laval. La prolongation de contrat de Evans même le rend peut-être plus facile à sacrifier. La question se pose. Mais contrairement à Roy, Beck, pour moi, clairement, il y a un rôle qui l'attend dans très peu de temps à Montréal, si c'est pas à la sortie du camp d'entraînement cette année. Je pense qu'une équipe prendrait une chance sur Age avant lui, par contre, et c'est pourquoi j'ai mis Age sur la liste et non pas Owen Beck, mais ils sont très facilement interchangeables. Je pense qu'un joueur de centre droitier excellent dans le centre des mises au jeu, comme Owen Beck, ça peut avoir une valeur intéressante dans une transaction. Et finalement, on va conclure avec un joueur actuel de l'équipe. Et si on regarde les joueurs qu'on pourrait dire du noyau, ou du moins des joueurs vraiment établis au sein de la formation, la meilleure monnaie d'échange parmi ce groupe-là, parce que je le répète, la liste est dans un ordre quelconque, puis c'est pas 5, 4, 3, 2, 1, là, c'est Cole Caulfield. Et avant de crier au scandale, de un, je pense pas que Cole Caulfield va être échangé cet été. Ça serait une énorme surprise pour moi. Mais s'il faut retenir une chose de cette deuxième conquête des Panthers de la Floride, non, c'est pas que tu peux pas gagner avec Cole Caulfield dans l'alignement parce qu'il est petit. Ça, tout dépend du reste de l'équipe, du rôle. Je trouve que c'est beaucoup trop réducteur, sans mauvais jeu de mots, d'aller là. C'est plutôt que, des fois, des joueurs que tu penses intouchables, ça peut être ces joueurs-là qui vont te rapporter la mine d'or qui va t'amener au prochain niveau. Je parle bien sûr ici de Jonathan Huberdeau. Hubie était l'ailier gauche le plus prolifique de la LNH dans les années avant sa transaction. Jamais j'aurais cru qu'il allait être échangé par les Panthers de la Floride et on ne l'aurait probablement pas échangé contre n'importe qui là, chez les Panthers de la Floride. Mais là, ils avaient une possibilité unique de faire l'acquisition de Matthew Tkachuk s'il fallait qu'une opportunité quelconque se présente à Kent Hughes, qui nécessite un sacrifice digne de Tony Stark dans Endgame. Le sacrifice, ce ne sera pas Nick Suzuki, Ivan Demidov ou Lane Hudson. Ces trois-là, ce sont tes trois intouchables. Bon, je dis intouchable, je pense que ça n'existe pas réellement, un intouchable au sens propre du terme. Là. Je veux dire, si Connor McDavid, demain matin, se lève et demande à être échangé, tout est sur la table. Mais quand on dit intouchable, c'est dans un contexte comme réaliste, là, mettons, là, comme imaginable. Bref, c'est juste un exemple. Ces trois-là, donc, pas touche. Alors, reste qui? Bon, ce sera certainement pas Josh Anderson, Brendan Gallagher, Mike Madison. Non. Il y a donc Goulet, Slavkovski et Caulfield. À ce stade-ci, est-ce qu'une équipe préférerait la charpente de Slav ou la production prouvée de Cole Caulfield? C'est non seulement débattable, moi, c'est la question que je me suis posée. Ça dépend de ta formation. Personnellement, je pense que de façon globale, sans cibler des équipes en particulier, j'arrive plus souvent à la conclusion que Cole Caulfield est plus attrayant. Oui, Slavkovski, en raison de la charpente, probablement que dans 5 ans, on va regarder ça et se dire « ça, c'est un méchant joueur de série ». Moi, je crois en Juraj Slavkovski. Est-ce qu'il va t'apporter autant en saison régulière côté production que le fait Cole Caulfield? J'ai pas encore la conviction de ça. Avec Cole Caulfield, une équipe sait qu'elle va chercher au minimum pour encore plusieurs années un gars de 35 buts et 70 points. Donc, personnellement, j'en arrive à la conclusion que devant Slavkovski, il est une meilleure monnaie d'échange et son contrat, qui est, somme toute, très respectable pour ce qu'il t'apporte, rend de lui une monnaie d'échange très attrayante. Dans le cas de Slavkovski, le contrat risque de devenir attrayant, mais au moment où on se parle, ben, tu sais, s'il demeure un gars de 50 points pile poil, c'est pas un mauvais contrat, pas un bon contrat non plus. Donc, un des 2 choix de premier tour au repêchage de 2025, Joshua Roy, Logan Mailloux, Arber Xhekaj et Cole Caulfield. Voici ce que je crois qui sont les meilleures monnaies d'échange du Canadien à l'aube du marché de la LNH. Est-ce que tu es d'accord? Qui enlèverais-tu de la liste et si tu enlèves quelqu'un, par qui le remplacerais-tu? Et surtout, qu'est-ce que tu penses qu'un package avec certains de ces éléments peut rapporter à Hughes comme butin? Ben, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir qui je crois sera le joueur le plus en demande dans la LNH cet été? C'est juste ici. Laisse un j'aime, abonne-toi et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!